Et cette sécheresse, on va en parler avec l'invité du Trésor. Bonjour François Massonnet, vous êtes expert du climat à l'UC Louvain. Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs épisodes de chaleur. Ces derniers jours encore, plus de 30 degrés en plein mois de septembre. Regardez ça, on va voir les images, c'était cette semaine. Est-ce qu'on peut lier cette météo un peu particulière au réchauffement climatique? On peut le dire ça? Même si la situation est tout à fait exceptionnelle d'un point de vue statistique, puisqu'on bat ici des records qui n'avaient jamais été atteints aussi tard dans l'année, la situation s'inscrit dans un contexte de changement climatique et elle est tout à fait compatible en fait, donc tout à fait logique. Donc quelque part, on a un événement qui est exceptionnel mais qui n'est pas inattendu du tout. Et ça participe à cette logique. Pour bien comprendre ça, cette double réalité, exceptionnelle mais pas inattendue, il faut bien comprendre que le climat, en fait, c'est la cohabitation permanente de deux facteurs. D'abord des changements très lents, prévisibles, de long terme, qui sont forcés par des changements d'activité du soleil, des volcans, des gaz à effet de serre, etc. Et d'autre part, des fluctuations climatiques naturelles à beaucoup plus courte échelle de temps, assez rapide et un peu moins prévisible. Oui, justement, parce que c'est souvent ce que les climato-sceptiques disent. Ils disent parfois on a une année moins chaude ou alors il fait très mauvais en été. C'est ça le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on leur répond? Exactement. Ce qu'on leur répond, c'est qu'on peut faire une petite expérience de pensée. On imagine qu'à la fin du printemps, l'été arrive, se retire de sa grotte et en fait lance 3 fois un dé. Oui. Et chaque fois j'ai amené un petit dé pour illustrer ça. Et chaque fois que le dé tombe sur un 6, eh bien, il va y avoir une vague de chaleur pour l'été qui suit. Donc on peut avoir entre 0 et 3 vagues de chaleur sur l'été. Dans un climat normal, tout ça est aléatoire et la chance d'avoir au moins une vague de chaleur est de l'ordre d'environ 1 sur 2. Maintenant, le changement climatique, c'est quoi? C'est le fait que la distribution de la masse du dé va changer. Le dé est pipé. Le dé est pipé et ce qui va faire que dans un climat plus chaud, le processus est toujours complètement aléatoire. Donc la météo est aléatoire. On peut avoir des 1, des 2 et des 3 ou des 6. Mais la probabilité d'avoir un 6 est beaucoup plus grande. Et donc quand on lance 3 fois le dé, avoir au moins un 6 ne devient plus du tout anormal. Alors la probabilité d'avoir un 6 est plus importante. Mais est-ce que c'est dû... Donc, il y a un réchauffement, mais est-ce qu'il est dû à l'homme? Et là, on a un graphique de l'IRM qu'on va commenter ensemble pour répondre à cette question. Est-ce que ce réchauffement, c'est aussi ce que disent les climato-sceptiques, c'est qu'on a déjà eu des vagues de chaleur, de refroidissement, et que c'est naturel. Est-ce que c'est naturel? Ce n'est pas naturel, en tout cas l'augmentation de température sur les dernières décennies ne peut pas être expliquée sans un facteur anthropique, c'est-à-dire lié à l'homme. Et pour faire cette démonstration, les études abondent dans ce sens. Il faut raisonner en 3 temps. La première, c'est que les émissions de gaz à effet de serre continuent à monter, c'est-à-dire tout ce qu'on met dans l'atmosphère est en train de continuer à monter. La deuxième chose à savoir, c'est que sur 100 unités de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, environ la moitié est directement absorbée par les océans et par la biosphère. Mais l'autre moitié, elle reste dans l'atmosphère, donc elle s'accumule. Ce qui fait que les concentrations de CO2 dans l'atmosphère continuent à monter. On a des relevés fiables depuis la fin des années 70 et indirectement via des carottes de glace depuis plus de 800 000 ans. Les niveaux de CO2 actuellement n'ont jamais été aussi élevés que depuis 800 000 ans. Donc ça, c'est la deuxième étape. Les concentrations sont anormalement élevées. Et la troisième étape, c'est l'impact sur les températures. Le mécanisme d'effet de serre est très bien compris. On sait qu'une grande partie de l'augmentation de température est liée à cette augmentation de concentration de CO2. Alors, on va écouter un homme qui n'est pas d'accord avec vous. Il s'appelle Donald Trump. Il a été interpellé cette semaine sur les feux de forêt en Californie. Écoutez ce qu'il a répondu. If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. On a l'impression que de plus en plus, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec la science comme Donald Trump. On l'a vu par exemple avec la crise du coronavirus, que la science devient un peu une opinion comme une autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, cette hausse de la méfiance envers la science dans votre champ, le climat? Ce serait d'abord intéressant de voir si Donald Trump serait prêt à parier puisqu'il a une grande fortune, 10 millions d'euros sur le fait que la décennie à venir sera plus froide que la décennie passée. Je ne sais pas s'il le ferait. S'il nous écoute, on propose. Non, mais plus sérieusement, il est ici clairement dans une sorte de déni, voire dans ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui a été bien étudié par les psychologues. C'est un biais cognitif, en fait. Moins on en sait sur un sujet, plus on a l'impression qu'on s'y connaît. Exactement. Tant qu'on reste à un niveau de compétence très bas, on pense avoir des certitudes sur ses opinions. Et donc ici, clairement, le message qui
qu'il faut faire passer, c'est qu'il faut absolument essayer chacun, que ce soit des dirigeants ou des citoyens, d'élever notre niveau de compétence, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la 5G, l'avortement, les statuts coloniales. Il y a pas mal d'exemples, à mon avis, pour y aller, pour arriver à un certain niveau de compétence qui nous permettent de reconnaître qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose. Et s'en remettre aux experts, aller les interroger, aller les interpeller, ne pas écouter un seul expert, croiser les informations, y compris ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas toujours tous d'accord, les experts, c'est vrai. C'est pas parfois ils sont pas d'accord, parfois ils sont d'accord, mais on interprète une sorte de dissonance entre ce qu'ils racontent parce qu'on n'a pas compris ce qu'ils racontaient. Donc c'est s'en remettre aux experts qui sont quelque part les gardiens de la science également. Et cet effort demande quelque part beaucoup de temps, beaucoup d'humilité également, et ces deux atouts devraient être en fait les qualités qui devraient guider nos dirigeants ainsi que les gens qui nous écoutent pour sortir d'une crise, qu'elle soit d'ailleurs sanitaire ou climatique. Eh bien, le message est bien passé. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous, François Massonnet. Je rappelle que vous êtes chercheur qualifié FNRS à l'UC Louvain. Merci beaucoup.